Hey, ça y est, c'est officiel. Donc, j'ai reçu par mail l'étude réalisée par Reich donc pour l'année 2024 hein, au sujet du coup des influenceurs et des créateurs de contenu. Cette étude a été réalisée en décembre 2023 et donc pour projeter au niveau de là ce qui se fait maintenant pour anticiper l'année 2024 hein, et aussi voir un petit peu où on en est à l'heure d'aujourd'hui par rapport à ces nouveaux métiers. Donc là, c'est une partie 1. Qui sont-ils? Donc voilà, d'après l'étude, en majorité, ce sont des femmes. On est des femmes à 78% contre 22% pour les hommes. Et donc, on a 0,6% de personnes qui ont non-genré du coup leur réseau social. Donc, ce qui est intéressant de soulever, c'est que les 19-35 ans représentent toujours la majorité des créateurs de contenu. Leur part est passée de 70% à 63% en 3 ans. La moyenne d'âge montant ainsi de 31 ans à 34 ans. Voilà, donc j'ai poussé ma petite tête pour que vous puissiez voir par vous-même. Donc en bleu, c'était l'étude de 2021 et du coup en 2024 en rouge. Voilà, donc vous voyez bien la tranche d'âge et l'évolution où on en est. Alors, au niveau des créateurs de contenu et influenceurs, du coup, à temps plein, on va retrouver seulement 24%, contre 15% lors de l'étude 2021. Donc, c'est quand même en croissance. Par contre, le taux d'étudiants ou de personnes scolarisées a chuté de 15% à 5%. Donc déjà, les créateurs de contenu qui font ça à temps plein réellement, il ne faut pas oublier que pour en vivre, il faut vraiment être partout, c'est-à-dire sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'un seul réseau social ne nous permet pas d'en vivre, donc de faire ça vraiment à temps plein. Voilà, donc je vous laisse voir le graphisme, je pousse ma tête. Voilà, donc on retrouve 24% qui sont à temps plein, on retrouve 5% donc pour les étudiants, on retrouve 6% pour les personnes qui sont sans emploi, on retrouve du coup 23% donc qui sont des indépendants et donc qui ont une entreprise. Donc ça c'est normal, joindre l'utile à l'agréable, c'est le parfait outil du coup pour pouvoir faire son propre marketing, pour se faire connaître, aussi pour se démarquer, etc. Du coup, se servir des réseaux sociaux, c'est très très bien pour les gens indépendants. Ensuite, on va retrouver quand même 38% de la population qui sont en CDI ou en contrat salarié. Et donc, ils font ça en plus. Et donc, on va quand même retrouver 4% qui sont autres, donc des personnes en congé parental, parents au foyer, voilà, mais qui ne sont pas répertoriés au niveau du, je pense, de la CAF et de France Travail. Alors, au niveau des sujets donc, de prédilection, du coup, le lifestyle qui ressort beaucoup, hein, à 89%. Les loisirs, 41%, culture, 10%, business et développement, 5%. Ça me paraît un peu drôle parce que je vois beaucoup ça moi sur les réseaux sociaux, mais bon, pourquoi pas. Après, c'est en général, donc ils ont pas. Là, ils ont regroupé, on va dire, l'étude sur tous les réseaux sociaux. Donc, effectivement, peut-être que, mais je sais pas. 5% d'engagement. En attendant, ce sont les chiffres. Donc, c'est vrai que le lifestyle, ça donne beaucoup plus d'opportunités dans le sens pour pouvoir, pourquoi pas, avoir des partenariats sur beaucoup plus de choses et de marques, mais également aussi de pouvoir avoir une plus grande aussi communauté, puisqu'on parle un peu de tout et de rien. Cependant, il y a quand même des niches dans chaque thématique. Par exemple, le lifestyle, il y a quand même des gens qui se rangent dans des niches. Donc, on va retrouver du coup beauté cosmétique à 38%, la mode à 37%, l'alimentation à 32%, famille 30%, voyage 29%, etc., etc. Donc, on va retrouver ça aussi dans les loisirs, la culture, le business développement, et etc. Moi, pour ma part, ce que je vois, si je fais abstraction des chiffres, en ce moment, ce que je vois beaucoup,
Du coup, c'est le développement personnel. Aussi, ça marche beaucoup le développement, donc comment développer ses chaînes justement de marketing, de réseau, donc sur TikTok, sur Instagram, etc. Comment développer son entreprise. Et je vois beaucoup aussi en ce moment, du coup, des gens parler de trading et de crypto-monnaie, etc. Mais bon, voilà, en attendant, donc d'après l'étude, les chiffres sont... Je vais pousser ma petite tête, voilà, je vous laisse quand même un petit peu regarder. Voilà, et donc maintenant, on va parler des hashtags. Donc là, encore, n'oubliez pas, les hashtags, c'est important que vous utilisez les hashtags qui correspondent à votre contenu, à votre niche, etc. Mais de temps en temps, d'en rajouter des nouveaux sous chaque vidéo pour justement faire tourner votre algorithme sur des potentiels nouveaux followers, nouveaux abonnés. Donc là, d'après l'étude, les hashtags qui ressortent le plus, donc sur Instagram, c'est love, fashion, photographie, art, made in France, humour, food, travel, outfit, pardon, et lifestyle. Bien évidemment, sur YouTube, on va retrouver Fortnite, amour, horoscope, tarot, voyance. Ça, c'est vrai que c'est des niches qui marchent beaucoup, beaucoup sur YouTube. Moi-même, que je consomme. Bitcoin, donc trading, crypto, football et gaming. Voilà. Et donc là, sur TikTok, on va avoir humour, beauty TikTok, love, couple, football, Fortnite, manga, TikTok fashion, beauty talk, make-up. Voilà, puis après vous avez Pinterest, j'arrive jamais à le dire, Pinterest. Euh, donc on va retrouver voyage, mode, recettes faciles, etc., etc. Je vous laisse regarder. Alors, n'oubliez pas aussi que chaque réseau social a plus ou moins des communautés quand même très différentes. Donc là, l'étude ne porte pas sur Facebook. Mais voilà, c'est vrai que moi j'ai pu faire l'expérience sur Facebook où j'ai quand même pas mal, j'ai eu bien développé ma communauté. Donc là en ce moment je le fais sur TikTok, sur Instagram, bon c'est un peu plus compliqué, mais je regarde un peu tous les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il y a quand même des catégories de personnes et surtout avec une mentalité tout très différente sur chaque réseau social. Et donc même les hashtags parlent d'eux-mêmes. Par exemple, c'est vrai que TikTok, ça va être super bien pour tout ce qui est l'apparence, notamment aussi sur Instagram, on va pouvoir retrouver ça. Tout ce qui est mode, esthétique, voilà, les paillettes et tout ça. Mais par contre, sur YouTube, on va plutôt être sur des communautés qui veulent consommer de l'information, de la formation, etc. Voilà. Ça arrive quand même maintenant sur TikTok, étant donné qu'en plus TikTok veut développer euh, sa plateforme avec des vidéos de plus en plus longues, où aussi on a la possibilité maintenant de se créer des listes, des playlists, et donc je pense que ça va aussi se développer, voilà, pour tous les gens qui font du conseil marketing, conseil formation, etc., etc. Donc ça peut être sympa pour cette année 2024. Cependant, ça m'étonne que Resh ait quand même intégré TikTok dans son étude, et tant mieux, parce que sur la plateforme de Resh, quand on s'inscrit, on ne peut pas intégrer notre plateforme TikTok dedans. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est vrai que au niveau de l'influence, quand on s'inscrit comme ça sur des plateformes pour pouvoir avoir notre profil et être montré aux marques et tout ça, on va beaucoup retrouver Instagram, alors que honnêtement, moi personnellement, je trouve que Instagram, ça se casse un peu la figure. C'est bien, mais c'est tellement une vitrine en fait. Enfin, moi pour moi, Instagram c'est une vitrine. Donc là, heureusement, ils sortent du lot grâce au réel. Et ça marche très bien les réels, mais sans quoi ça reste une vitrine et on voit pas vraiment la personnalité, le peps, le soleil. Et c'est ça qu'on veut nous en 2024. Et donc on va plus se retourner sur TikTok. La partie 2, et là on va parler des plateformes et des usagers privilégiés par les créateurs de contenu et influenceurs. Haha, donc quelle taille de communauté? On va retrouver 69K pour Instagram contre 90K sur TikTok et 132K d'abonnés sur YouTube. Donc en fait,
les créateurs de contenu qui font ça vraiment à temps plein, on va les retrouver sur ces 3 plateformes et voire plus. Malheureusement, Snapchat s'effondre. Moi, c'est vrai que Snapchat, au début, je réservais ça vraiment qu'à mes amis. Mais là, j'ai vraiment tout ouvert. J'ai mis public, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on est créateur de contenu. Il faut être partout, il faut être sur toutes les plateformes. Et c'est pas facile. C'est beaucoup de temps. C'est aussi très énergivore. Notamment, je pense aux gens qui font beaucoup de live, etc. Mais Snapchat, c'est complètement en train de s'effondrer. Donc les chiffres parlent de eux-mêmes à notre grande surprise. Moi, c'est vrai que j'y vais de moins en moins. Je sais pas vous, voilà. Donc là, je pense que l'étude a été réalisée en fait au niveau des créateurs de contenu, sur quelle plateforme on va tous les retrouver sur Instagram. Et donc c'est pour ça qu'Instagram est un point 1. Ensuite, on a TikTok. Ensuite, on a Facebook. Après, on a des blogs. On a YouTube ensuite, mais vraiment très à cheval, hein, au niveau des chiffres. Et voilà, donc ainsi de suite, vous pouvez constater par vous-même. Et en fait, ils disent que X et Snapchat s'effondrent. Voilà, vous pouvez les retrouver côte à côte. Et puis ensuite, vous avez les autres. Bon, je vais vous faire une capture d'écran pour zoomer les petites écritures. Bon, je suis désolée, c'est un peu flou. Donc, TikTok confirme sa percée fulgurante, étant maintenant un réseau principal pour 33% des créateurs de contenu et utilisé par 58% d'entre eux. Facebook, bien qu'en perte de vitesse constante, garde toujours les faveurs de 71% des créateurs, dont 27% en réseau principal. Ensuite, donc, on retrouve YouTube, LinkedIn. Voilà, puis les autres réseaux sociaux qui se cassent un peu la goule, hein, si je peux dire. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on ne parle pas d'Instagram, quoi. Et moi, honnêtement, comme je disais dans la partie 1, Instagram, c'est vraiment une vitrine. On va voir avec les réels qu'ils ont mis en place maintenant si ça va être un peu plus vivant. Mais c'est vrai que nous, en 2024, on veut du peps, on veut voir des gens vivre. On n'est pas des robots, donc on veut vraiment de l'interaction. Ou même les filles qui montent la mode, que ce soit un peu plus solaire, un peu plus dans le peps. Voilà, on n'est pas des robots, donc il faut que ça vive. Et c'est vrai que Instagram, jusqu'à maintenant, c'était très photo, très classe, très carré, très propre. Et donc c'est bien, mais ça fait vitrine. Ça fait vraiment vitrine. Ça reflète pas vraiment les personnalités, la vraie personnalité des gens. Et nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. On veut voir la personnalité des gens, quelle énergie ils transpirent, etc., etc. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que Instagram a mis les réels en place. C'est justement pour remonter dans les classements. Voilà. Et TikTok, qui lui a toujours un coup d'avance depuis qu'il est sorti sur beaucoup d'autres plateformes, parce qu'il sait toujours prendre les devants. Et là, par exemple, il a mis les longs contenus. Voilà, donc pour un peu s'accoler. C'est franchement comme un pont entre Instagram et YouTube, TikTok. Et surtout, le lifestyle sur TikTok et de l'amusement en fait. Peu importe ce que les gens montrent sur TikTok ou peu importe de quoi ils parlent, il y a ce côté vraiment vivant en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup sur TikTok. Sur YouTube, ça va être un peu plus carré, mais très bien raconté, propre et tout, vivant mais carré. Sur TikTok, on s'amuse. Et sur Instagram, c'est vraiment la vitrine propre. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois aujourd'hui. Donc, est-ce que ça va changer après ? Voilà, donc pour continuer dans cette lancée, la dynamique des réseaux sociaux est dominée donc par TikTok et YouTube. Du coup, moi, ça m'étonne pas. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve bizarre que certaines plateformes d'influenceurs, quand on peut intégrer tous nos réseaux sociaux, je trouve que c'est bizarre que des fois, on va voir que on ne peut pas intégrer TikTok. Donc, est-ce que c'est parce que c'est pas américain? Enfin, je sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, ça serait sympa de m'en informer, d'informer du coup les influenceurs, parce qu'on ne peut pas intégrer notre TikTok à notre profil. Voilà, donc après quand même, c'est important de souligner que YouTube, c'était assez stable. Hein. Et
ils disent que ça pourrait bien décoller en 2024 parce que d'après les études, 5% des créateurs donc qu'on va retrouver sur les autres plateformes et qui sont, peut-être ils ont un profil YouTube comme moi, mais il n'y a pas full quoi, ils vont pas trop dessus, ils s'investissent pas trop dessus. Et il y en a beaucoup qui pensent et qui souhaitent donc s'y investir pour 2024, s'y lancer. Et, euh, et donc ça pourrait être l'année justement où il faudrait s'y pencher un peu plus. Donc voilà, je vous laisse voir vite fait par vous-même. Donc en bleu, c'est les inscrits en 2023 et en rouge, c'est prévu en 2024. Donc vous voyez que YouTube, par exemple, a eu que 3% d'inscrits en 2023, mais il y a quand même 5% qui sont convenus de s'inscrire pour 2024. Bon, il n'y a pas de photo à TikTok, sort largement du lot. Bien qu'il y a quand même que 4% qui souhaitent, qui sont sur les autres plateformes et qui souhaitent rejoindre TikTok. Vous voyez, c'est assez varié quand même. Et regardez même Instagram, sur les personnes qui sont sur les autres plateformes, il y a seulement 1% qui souhaitent rejoindre Instagram. Mais bon, comme je disais dans la partie 1, si vous voulez être créateur de contenu vraiment, vu que c'est un nouveau métier et en faire votre gagne-pain, être là à temps plein, ben, de toute façon, à un moment, voilà, il faut être partout. Donc voilà, voilà. Sinon, j'imagine que peut-être ça concerne ceux qui sont salariés, qui vont dire, bon ben non, Instagram ça m'intéresse pas, ou ben, TikTok ça m'intéresse pas, ou quoi, et que du coup ils sont bien dans leur juste un réseau social, et du coup ils se concentrent vraiment dessus dès qu'ils ont du temps libre, des vacances, le week-end et tout, et du coup ça leur convient comme ça. Mais bon, ça reste des créateurs de contenu quand même si c'est pas leur activité principale. Les réseaux différenciés par âge. Donc là, on va retrouver du coup, on va retrouver par rapport aux âges. Je vais essayer de vous l'agrandir. Hein. Donc on va juste parler du petit texte à côté. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on voit que toutes les générations commencent à s'intéresser à TikTok, d'où une forte augmentation de l'âge moyen. Donc on a plus 5,3 ans par rapport à avant. Avant c'était très très jeune et là ça commence vraiment à se diversifier en termes du coup de génération. Et malheureusement, désolé, je vais faire une partie 2 pour la suite de cette partie 2. Donc ben, merci d'aimer, de partager, surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Donc partie 2 de la partie 2. Voilà, donc on était au niveau du graphique par rapport aux âges. Donc je disais orange l'étude 2020, vert étude 2021 et en jaune l'étude 2024. Voilà, et donc en bas, donc, vous avez les différents réseaux sociaux et à gauche, vous avez les tranches d'âge. Voilà, donc vous pouvez constater par vous-même la moyenne d'âge des créateurs sur chaque plateforme. Et donc, c'est vrai que en 2024, ben, autant TikTok avant c'était très jeune, et au fur et à mesure du temps, la population s'est diversifiée, voire même est devenue une génération, on va dire 30 ans et plus. Bon, on peut quand même constater que les jeunes, ils sont quand même là sur les réseaux sociaux, mais bon, étant donné, je pense, les dernières choses qu'on a vécues, confinement, etc., font que ben, les jeunes, ils sont peut-être un peu plus centrés sur eux-mêmes et sur la vie réelle, hein, c'est-à-dire sortir vraiment, voilà, entre copines, aller boire des coups, plus que peut-être passer du temps sur les réseaux sociaux. Donc là, ils sont un peu plus volatiles, quoi. Ils passent, ils regardent, ils mettent 2-3 j'aime, 2-3 commentaires, et puis ils sortent, ils vont faire leur life, et ils ont totalement raison. Ils vont profiter, voilà. Faut pas oublier aussi que justement depuis la sortie de la fin de la crise SAT, que il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis du coup à l'étranger grâce aux mises en place, vous savez, par
la mission locale et tout. C'est d'ailleurs intéressant, les jeunes, vous pourriez vous y intéresser. Vous avez la possibilité de partir pour apprendre une langue, aller travailler à l'étranger. Il y a des facilités, voilà, pour partir en Australie. Il y a plein de destinations voilà, qui peuvent être intéressantes. Ça a un nom, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, les jeunes qui font ça. Mais voilà, ils vont travailler à l'étranger. Vous êtes accompagnés, tout ça pour les démarches. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ça ces derniers temps, du coup. Et donc forcément, ben, comme ils sont à l'étranger, etc., ils ne sont pas trop ben, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ce qui explique aussi cela. Alors, je pousse ma tête. Voilà. Donc, des réseaux différenciés par genre. Voilà, donc comme on l'a vu dans la partie 1, c'est les femmes qui emportent largement, du coup, leur présence sur les réseaux sociaux. Et par rapport donc à ce graphique, nous avons donc en bleu ben, les garçons et en rouge les filles. Voilà, donc les chiffres parlent de eux-mêmes. Sur TikTok, on est quand même devancé par les hommes. 35% pour les hommes, 33% pour les femmes. Sur Instagram, c'est largement plus les femmes. Sur YouTube, pourtant, on retrouve plus les hommes. Sur Facebook, il y a beaucoup plus de femmes. En blog, 21% d'hommes, 17% de femmes. Je pensais pas. Sur X, c'est plus des hommes. LinkedIn, c'est plus des hommes. Snapchat, c'est plus des hommes. Ben, pourtant, vous voyez, les chiffres, ça dit que c'est plus des hommes. Donc, par rapport au graphique. Et pourtant, quand on fait la globale en général, c'est les femmes qui dominent leur présence sur les réseaux sociaux. Et donc ça, vous pouvez le retrouver dans ma partie 1. Donc voilà, là on va parler un peu plus de les créateurs, donc qu'est-ce qu'ils publient, etc. Donc ils publient 3 stories par jour et 2,5 réels par mois sur Instagram. Après donc il y en a certaines, donc les petits créateurs de contenu partagent un réel tous les 12 jours. Et le top des influenceurs et célébrités publie un réel tous les 3 jours. Les micro-influenceurs, eux, publient moins régulièrement avec un réel tous les 20 jours. Voilà. Donc ça, c'est par rapport, du coup, sur Instagram. Donc là, on a un petit graphisme sympathique, hein, je trouve. Hein. Voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qui ressort le plus. Donc là, en ce moment, hein, donc c'était en décembre 2023, l'étude, justement pour projeter l'année 2024. Et donc, sur Instagram, on peut constater que finalement, ben, les réels ont été mis en place et beaucoup de gens s'en servent. Hein. Donc, il y a 68% quand même de réels, 65% de stories et 59% de photos et seulement 4% de live. Donc en fait, si par exemple, on peut se dire si on veut faire des lives, il ne faut pas faire des lives sur Instagram parce que ça ne marche pas quoi. Donc en fait, c'est d'où le fait qu'on peut se servir justement de cette étude pour essayer d'optimiser notre stratégie du coup pour l'année 2024. Donc sur YouTube, les lives à 17% contre 97% de vidéos. Mais ceci étant dit, les lives vu que justement on cherche à le vivant, la spontanéité, l'audace, on cherche aussi de voir l'énergie des gens, leur vraie personnalité et tout ça. Donc honnêtement, je trouve que c'est quand même important de faire des lives, notamment sur TikTok. Ça booste beaucoup votre contenu, votre chaîne et vos abonnés. Voilà. Alors, je parle des lives, je parle pas des combats là, des lives combats. Je ne sais même plus comment on appelle, des matchs. Je parle pas des matchs, ça les matchs c'est encore autre chose, c'est de l'amusement on va dire, donc c'est encore autre chose, mais pourquoi pas. Vous pouvez voir sur Facebook, pareil, les lives ça marche pas trop. Sur YouTube, les lives non plus ça marche pas trop. Bon, je vous laisse regarder. Et on passe à la suite. Bon, ben, je crois que j'ai fait le tour pour la partie 2 du coup. Donc là, c'est la partie 2 de la partie 2.
Et là, accrochez-vous, donc dans la partie 3, on va parler des marques. Donc, ça va être plus niveau influenceur, partenariat et tout ça. Donc, si ça vous intéresse, ça, allez voir donc la vidéo qui va suivre. N'oubliez pas de regarder du coup la partie 1, la partie 2. N'hésitez pas à m'encourager, à me mettre des j'aime, à commenter, à partager. Voilà, je suis contente en tout cas de partager et notamment aussi de vous faire connaître Resh, qui est une plateforme qui est là pour être en fait en relation les marques avec les créateurs de contenu, les influenceurs. Donc c'est intéressant d'aller voir sur internet, n'hésitez pas. Et aussi, alors la partie 3 va concerner les collaborations avec les marques. Alors oui, c'est un nouveau métier. Ça fait quelques années que c'est beaucoup, on va dire, les candidats de télé-réalité qui ont développé ce métier en France et de plus en plus aussi donc des personnes lambda sur les réseaux sociaux. Et donc qui dit créateur de contenu qui ont ouvert du coup des portes à l'influence et donc le partenariat d'influence. C'est vrai que ce mot ce nom-là, influence, ne plaît pas beaucoup et c'est pourquoi on dit voilà que les créateurs de contenu font des partenariats, mais au final c'est de l'influence et donc les créateurs de contenu pour la plupart sont des influenceurs et donc d'après l'étude donc de Reich, il y a plus de 8 créateurs sur 10 qui ont réalisé un partenariat. Et donc, par rapport à l'année 2023, 83% de créateurs de contenu ont réalisé des partenariats avec des entreprises rémunérées ou non, et 17% ont répondu que non, ils n'ont pas eu de partenariat. Alors, on va constater que c'est un chiffre en augmentation parce que, je l'ai dit précédemment dans les autres parties, l'étude a été faite en décembre 2023. Et donc, à ce moment-là, 83% d'influenceurs ont réalisé un partenariat contre 80% lors de l'étude réalisée en 2021. Alors, 2,9% des posts publiés par les créateurs sont des posts faits en partenariat avec les marques. Ce chiffre était de 2,1% l'année précédente, soit 33% d'augmentation. Qui réalise le plus de posts en partenariat? Donc là, on a 3,9% en fait qui sont des top influenceurs, ceux qui ont plus de 500K à 1 M d'abonnés. Et qui accélère le plus sur les posts de partenariat, donc plus de 53%, donc qui sont en croissance, ce sont les micro-influenceurs de moins de 15K abonnés. Alors, on parle de partenariat gratuit ou rémunéré, c'est-à-dire que des fois, le partenariat n'est pas forcément rémunéré financièrement, mais en contrepartie, l'influenceur, donc le créateur de contenu, gagne en visibilité et donc du coup en abonnés. Et donc la proposition augmente drastiquement de 60% à 85% à partir de 5000 abonnés. Donc voilà, puis on a un petit graphique, une courbe. Je vous laisse regarder un petit peu. Je ne vais pas plus développer, ça reprend le texte. Allez, on continue. Donc malgré les gros booms qui se passent en ce moment, enfin depuis quelques temps, avec certains candidats de télé-réalité et Magali, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un topo sur l'histoire. On suit à peu près tous, on sait à peu près un peu tous ce qui se passe. Et bien malgré ça, vous voyez, d'après l'étude, on a demandé aux créateurs de contenu, donc cette année, as-tu eu l'impression que les marques te contactaient plus souvent en direct que l'année dernière, plutôt que via des agences et intermédiaires? Et donc, alors, à 20%, ils ont répondu moins souvent en direct que l'année dernière. Donc, parce que maintenant, il y a des marques qui vont préférer passer par les agences qui mettent en contact avec les créateurs de contenu. Mais il y a quand même 34% qui ont répondu aussi souvent en direct que l'année dernière. Ensuite, je pousse ma petite tête. 30% qui ont répondu plus souvent en direct que l'année dernière, donc
Vous voyez, à contrario, il y a quand même 30% qui ont été contactés plus souvent par les marques elles-mêmes directes. On a 6%, je n'ai eu aucun contact l'année dernière, et on a 10% qui ont répondu, je ne sais pas. Les partenariats vont être et sont beaucoup plus proposés à des grands influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés. Et comme c'est écrit là, des grosses communautés. Et du coup, je vais faire une partie 2 de la partie 3. N'hésitez pas du coup à partager, à liker, à commenter. Et donc les créateurs à moins de 5K d'abonnés sont 21% à ne pas avoir eu de partenariat l'année précédente. Donc 8% à ne pas savoir évaluer cette évolution. Pour les autres populations, ces chiffres sont respectivement à moins de 10% et moins de 3%. Les créateurs de moins de 5K et 20K à 100K ont globalement vu une diminution des demandes des partenariats reçus, là où les créateurs de 5K-20K semblent plus stables. Donc seuls les créateurs de plus de 100K ont vu de manière franche une augmentation du nombre de demandes de partenariat. Donc voilà, je vous laisse voir par vous-même aussi donc ces petits schémas qui ont été réalisés, qui sont intéressants. Voilà, toujours pareil, faites des captures d'écran, agrandissez, regardez un peu. Allez, on continue. Voilà, donc ici on a un schéma qui reprend un petit peu les styles de partenariat que les gens ont, comment ils mettent en avant en fait leur partenariat, leurs produits en fait qu'ils doivent présenter, si c'est sous forme de concours, intégré dans une vidéo lambda, développé sous forme de pub brute, etc. Donc peu d'évolution dans les partenariats proposés qui laissent toujours la part au placement de produits. Donc les placements de produits, ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que tu continues à faire tes vidéos lambda. Et par exemple dans ma vidéo, en même temps que je parle, je vais montrer ça et tout ça. Ou genre je vais faire style de me maquiller. Puis d'un coup je vais dire, si jamais les filles ont mascara, c'est le dernier mascara de X marque. Je le glisse comme ça dans ma vidéo ou dans mon live et en gros je fais un placement de produit ni vu ni connu. En gros c'est ça. Et c'est vrai que de plus en plus, comme les gens sont réticents, vu le capharnaüm contre les influenceurs qu'il y a eu, les gens n'aiment plus vraiment les influenceurs. Et malheureusement, et du coup, si l'influenceur va vraiment faire comme une pub brute, et les gens ça leur plaît pas trop quoi. Le type de partenariat proposé aux créateurs reste remarquablement stable, à l'exception des partenariats de création en hausse. En production de contenu pour la marque, plus 22 points depuis l'étude 2020. Co-création avec la marque, plus 6 points depuis l'étude 2020. Voilà. Je vais essayer de vous agrandir ce graphique. Ouais, mais vous m'en voyez navré, j'ai essayé, mais vu que l'écriture elle est pas très noire en fait. Donc on a beau essayer de rogner l'image et agrandir et tout, vous verrez pas comme il faut, donc ça sert à rien. Je next, suivant. Voilà, donc la grande majorité des créateurs suit la performance des collaborations grâce aux indicateurs directement observables sur la plateforme. Donc il y a seulement 11% des créateurs de contenu qui déclarent ne pas suivre la performance de leur collaboration. Donc la plupart du temps, quand un créateur de contenu fait une collaboration, pour eux c'est important que ça fonctionne. Puisque généralement c'est un travail, donc ils suivent leur performance et voilà, ils regardent quelle performance a fait leur vidéo, leur live, leur story, etc. Et donc les répercussions qu'il y a derrière. Et c'est aussi pour pouvoir après faire une espèce de CV pour si jamais on est démarché par d'autres marques, de pouvoir présenter et mettre en avant ces statistiques. Donc entre nous soit dit, c'est vrai que ce qui se passe aussi, pourquoi il y a aussi moins de partenariats, nous en plus, donc tout ce que je disais, donc le bruit qu'a fait certaines influenceuses et certaines personnes,
qui ont un peu sali l'image de ce nouveau monde, si je peux dire. Je continue. Allez, je continue. Donc, des créateurs très satisfaits de leur partenariat, tant qu'on les laisse libres de leur contenu. 82% des créateurs de contenu ont déjà refusé un partenariat. Ce chiffre était de 75% dans l'étude 2021. Pourquoi, à votre avis? Parce que, en fait, donc ça, je vais pousser ma petite tête. Ça, on peut le voir donc dans ce graphisme-là. C'est ce qui remonte le plus. Pourquoi ils ont refusé? Par manque de liberté de la réalisation des contenus. Donc à 61% quand même. Hein. Contre 46% en 2021. Pas à l'aise avec la campagne, 31%. Le brief de départ a évolué, 27%. Relation avec la marque, 22%. Relation avec l'agence, 22%. Non-respect des délais de la part de la marque, 17%. Autres, 9%. En cas d'insatisfaction, la principale cause est le manque de liberté dans la création de contenu pour 61% des créateurs. Du coup, les marques, elles vont avoir leurs restrictions, voilà. Surtout, là, après, c'est comme dans la vraie vie, c'est-à-dire même dans les magasins, surtout si c'est des grandes marques. Si c'est des grandes marques, il faut coller à la marque, faut être habillé de telle ou telle façon pour présenter le sac, c'est assez carré. Et tout ça. Donc, ce qui explique ces chiffres-là. Donc, quand même, on voit donc 61% de refus par manque aussi de liberté dans la réalisation de contenu. Moi, j'ai entendu des créateurs de contenu dire qu'il s'est repris parce que souvent, les gens, ils font leur contenu, ils créent leur publication, ils envoient d'abord à la marque valide si c'est bon et après ils publient. Et bien, ça arrivait un créateur de contenu qui en parlait, qui s'est repris à 4 ou 5 fois. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de marques qui sont encore restées focus sur Instagram, parce qu'Instagram, carré, tout propre, c'est tout, c'est une vitrine, voilà. Mais avec les réels, ça va changer de toute façon, parce que Instagram est en train de se casser la gueule. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on veut du vivant, parce qu'on n'est pas des robots, et que justement, nous, ce qu'on aime chez les gens, c'est voir leur personnalité, voir que les gens s'amusent, ce qu'ils dégagent et tout ça. Et donc, on veut quelque chose d'un peu plus vivant. Après, c'est sûr que c'est beau, c'est propre, une vitrine Instagram, des belles photos comme ça, avec un code couleur, etc. Bien sûr, mais grâce au réel, ils vont pouvoir développer un peu comme TikTok. Et ça prouve bien que c'est ce qui plaît aujourd'hui. Et puisque TikTok est le réseau social numéro 1 au monde. Donc, c'est que les gens, ils veulent voir ça. Ils veulent voir du vivant. Ils veulent voir les gens s'amuser. Et tout ça. Après, il y a encore des mentalités, des états d'esprit peut-être à changer, que ce soit chez les hommes, chez les femmes et tout ça, pour les gens qui suivent, qui se soutiennent. Ça, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Mais voilà, mais c'est sûr que si aussi les marques ne laissent pas libre cours aussi aux gens, après je veux dire bien sûr, il ne faut pas abuser, c'est sûr que s'il y a quand même des normes, par exemple si on te dit faut qu'il y ait un fond blanc, faut qu'il y ait un fond blanc, tu vas pas mettre un fond bleu, il faut respecter quand même aussi, s'il faut pas, voilà, ça dépend ce que tu veux montrer, mais des fois faut pas mettre de décolleté, faut respecter, je veux dire si tu signes, si tu prends l'engagement, ben, tu vas te faire carré, tu vas bien t'habiller comme la marque elle veut. Si elle veut que tu aies un t-shirt jaune, tu mettras un t-shirt jaune, il n'y a pas de souci. Mais derrière, il faut au moins laisser les gens quand même avoir leur personnalité, leur façon de s'exprimer et tout ça. Et donc, et je pense que quand tout ça sera mis en place, on sera tous contents, gagnants. Voilà. Donc voilà, je vous laisse voir un petit peu. Je regarde où j'en suis. Donc l'amplification continue sa progression. Donc c'est-à-dire l'amplification de posts, le boost. C'est-à-dire la sponsorisation des posts. Donc que la marque va faire. Hein. Alors sous ce graphique-là, on peut voir donc les contenus que tu as réalisés dans le cadre de partenariat ont-ils été amplifiés par tes clients, donc via la marque. C'est-à-dire vous avez gagné en visibilité, en like, etc. Donc en bleu, c'est l'étude 2021 et en rouge, l'étude 2024. Donc tout à gauche, c'est oui régulièrement. Oui, ensuite, oui, ça m'est arrivé. Où là, on est quand même à 45%.
pour 2024. Au milieu, donc non, je m'y suis opposée. Donc là, c'est quasi nul. Après, donc non, on ne me l'a pas proposé. Ici, on est à 33% en 2021 contre 25% en 2024. Donc c'est quand même un peu plus proposé qu'avant. Mais il y a quand même 25% où c'est pas proposé. C'est-à-dire, la marque va prendre votre réalisation, mais ne va pas vous mettre en avant votre chaîne, par exemple, ou vous. Et donc, il y a quand même 20% qui ont répondu je ne sais pas pour 2021, 18% pour 2024. Et voilà, et donc par rapport à la rémunération et le besoin de transparence, donc ils ont posé la question, à quelles conditions serais-tu d'accord pour qu'une marque partenaire amplifie tes contenus? Et donc, tout en haut, on a si elle m'informe et m'indique que dans son projet en toute transparence. Donc, on est à 64% pour l'étude 2024 contre 69% en 2021. Si je suis rémunérée en conséquence, donc là, c'est passé à 63 pour 2024 contre 59 en 2021. Si cela me permet d'agrandir ma communauté, donc 53% en 2024 contre 60% en 2021, si cela n'est pas visible dans le feed pour ma communauté. Donc c'est-à-dire qu'il y a même des créateurs de contenu qui finalement font des collaborations, des partenariats, mais qui ne veulent pas non plus trop le montrer à leurs abonnés. Nous allons parler des revenus sur la partie 4. Je voulais parler des revenus. Alors, dans cette première partie, on va retrouver les demandes de partenariat gratuites qui sont encore, du coup, d'actualité, en particulier pour les petites communautés, forcément. Alors, donc les partenariats non rémunérés n'ont pas disparu et touchent principalement les créateurs ayant de petites communautés. 88% des créateurs à moins de 5000 abonnés déclarent ainsi que les partenariats non rémunérés représentent la majorité des demandes de partenariat qu'ils reçoivent. Donc je vais pousser ma petite tête. Est-ce que vous voyez le graphisme ? Donc, ce qu'on peut constater, c'est que en moins de 5K, il y a seulement 12% de créateurs de contenu qui ont eu une rémunération, contre 23% ceux qui ont entre 5K à 20K, 50% ceux qui ont entre 20K à 100K et 73% qui ont plus de 100K. Donc, en fait, pour être rémunéré, l'idéal, voilà, c'est d'avoir plus de 100K, forcément. Alors, des tarifs en augmentation pour beaucoup de créateurs, mais pas pour tout le monde. 37% des créateurs déclarent avoir augmenté leurs tarifs. Un phénomène croissant avec la taille de la communauté de 18% pour les moins de 5000 abonnés. Il culmine à 55% au-dessus de 100 000 abonnés. Si seulement 6% de moins de 5000 abonnés ont diminué leurs tarifs, ce chiffre est de près de 15% pour les autres populations. Donc en moyenne, comment ont évolué les tarifs cette année donc, par rapport aux influenceurs? Et on peut constater que 35% ont aucune évolution, c'est-à-dire ils ne demandent pas plus, ils ne demandent pas moins. On a quand même 13% qui ont demandé à plus 10 à plus 13, 11% plus 1 à plus 9. Voilà. Et il y a quand même 5% par exemple qui a demandé moins 10 à moins 15. C'est-à-dire, je pense que c'est du coup les nano-influenceurs qui ont revu leur négociation. Voilà, mais il y a quand même une hausse de revenus pour les créateurs. Donc les revenus des créateurs ont connu une forte hausse par rapport à l'étude 2021, alors que seuls 11% déclarent gagner plus de 10 000 euros par an dans notre étude 2021. Ils sont 25% aujourd'hui. Voilà, donc je vous ai zoomé, je pousse ma petite tête. Alors, donc on peut voir par rapport au salaire pour les créateurs de contenu. Donc en bleu, c'est l'étude 2021, en rouge, l'étude 2024. Donc, combien penses-tu gagner au total cette année?
grâce à ton activité de créateur de contenu. Il y a 38% qui ont quand même répondu 0 €. 26% en 2024, 0 €. Et donc là, après, on passe au 1K. Donc il y a 29% en 2021 qui avaient répondu 1K et 21% en 2024. Donc ça a quand même diminué. Ensuite, entre 1K et 500K, on est à 19% en 2024. Donc là, ça a augmenté. En 2024, 9% ont répondu entre 5 et 10K. En 2024, 10% ont répondu entre 20 et 50K. 9% ont répondu entre 20 et 50K. Et plus de 50K, 6%. Donc là, je me suis basée sur les 2024. Et donc, vous pouvez comparer. Voilà, je vous laisse regarder vous-même. Avec 2021. Alors, 66% des créateurs gagnent moins de 5 000 € par an grâce à leur activité, quelle que soit la taille de leur communauté. Passé les 100K, 68% déclarent gagner plus de 10 000 € par an grâce à leur contenu. Donc, c'est pas avec les partenariats. Là, c'est vraiment juste la création. Ou c'est les deux, peut-être. Ouais, enfin, en comparant à notre étude 2023, on remarque que les revenus que les consommateurs imaginent pour les créateurs de contenu se rapprochent en réalité des revenus des créateurs à 100 000 abonnés ou plus. Donc voilà, et d'après le petit graphisme qu'on va retrouver ici, donc il faut quand même réaliser effectivement que pour être rémunéré, il faut quand même avoir beaucoup d'abonnés. Parce que regardez, les abonnés, moins de 5K, 0 revenu, 62% quand même. Hein. Voilà, 1K de revenu, 27%, 5 à 10K, 3%, et là ça dégringole. Entre 5K et 20K d'abonnés, il y a quand même 38% qui disent ne pas avoir de revenus. Après, moi je le vois par exemple sur TikTok notamment, il y a des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, mais ils ont 3 posts ou 4. C'est des montages photos avec des effets, voilà, mais bon, c'est pas ouf. Et donc, si ces chaînes-là ont été prises en compte, bon, ça pourrait aussi expliquer cela. Et donc après, entre 20K et 100K, on a quand même 26% qui ont 1 à 5K euros. 11% entre 20 et 50K euros. Et donc les chaînes qui ont plus de 100K abonnés, il y a quand même 23% qui gagnent plus de 50 000 euros. 26% qui gagnent 20 à 50 000 euros et 19% qui gagnent entre 10 et 20 000 euros. Bon, et là on parle que c'est annuel. Donc effectivement, pour vraiment en vivre, je pense que c'est vraiment comme ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos, pour ceux qui font ça à temps plein, qui en font vraiment leur métier, c'est vraiment un cumul de beaucoup de choses. Hein, parce que si on regarde par exemple 10 000 € par an, c'est rien du tout. Donc voilà, je pense que vraiment ceux qui arrivent à en vivre, ils doivent vraiment être sur tous les fronts et faire beaucoup de petites choses aussi en plus à côté. Voilà, donc à vous de vous informer et de regarder ce qui se fait ou pas sur les réseaux sociaux. Et donc c'est aussi ce qui explique aussi pourquoi dans les autres vidéos on a pu constater qu'il y avait, il me semble que c'était 28% si je ne dis pas de bêtises, de personnes qui sont créateurs de contenu mais qui sont également aussi en salarié, en contrat salarial. Donc ça pourrait expliquer cela. C'est comme un peu un complément de revenus. De plus en plus de créateurs vivent de cette activité. Donc on va voir ça de plus près. Donc cette année, ton activité de créateur de contenu était-elle ta principale source de revenus? Donc 28% ont répondu oui et 72% ont répondu non. Donc c'est quand même en forte augmentation car il n'était que 15% en 2021 contre 28% cette année
à faire ça à temps plein. Alors, 46% veulent continuer à en faire une ressource de revenus secondaire, contre 36% qui veulent en faire leur source de revenus principale. 16% rien de précis, on verra bien, et 2% qui ont répondu autre. Hey, donc on se retrouve pour la partie 5, créateur de contenu mal aimé de la société. Donc on va regarder un petit peu ce qui est dit. Alors, les créateurs de contenu incompris des médias. 42% des créateurs de contenu se considèrent négativement représentés par les médias. L'image que les créateurs de contenu perçoivent de leur métier dans les médias est contrastée à dominante négative. Donc, à dominante, comment perçois-tu le traitement des créateurs de contenu dans les médias? Donc, 5% très négatif, 37% plutôt négatif, 28% neutre, 22% plutôt positif, 6% très positif, 3% je ne sais pas. Un créateur de moins de 30 ans sur 3 a été victime de cyberharcèlement. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, les hommes se déclarent plus harcelés que les femmes, 30% contre 22%. En revanche, une différence nette semble se faire en fonction de la tranche d'âge. Alors que les plus de 30 ans sont 18% à déclarer avoir été cyberharcelés, ce sont 34% des 30 ans et moins qui déclarent avoir subi du cyberharcèlement. As-tu déjà été confronté au cyberharcèlement? Alors, 61%. Oui, personnellement. 3% des amis, collègues ou proches ont été victimes. 12% je ne suis pas sûre. Et 24% non. Responsabilité des plateformes. Faciliter le dépôt de plainte et durcir les sanctions. Les solutions contre le cyberharcèlement selon les créateurs. Du côté des solutions, la responsabilité des plateformes est largement pointée du doigt, ainsi que la nécessité de faciliter le dépôt de plainte et de durcir les sanctions. Des points sur lesquels les créateurs ayant personnellement éprouvé du harcèlement insistent encore plus que les autres. Voilà, donc je vais clôturer la partie 5 sur ça. Si vous êtes victime d'harcèlement ou de cyberharcèlement, que ce soit en direct ou indirect, n'hésitez pas à aller porter plainte. N'hésitez pas à écrire aux plateformes, à envoyer des messages privés, à en parler aussi, pourquoi pas, à d'autres personnes, à votre entourage ou même des collègues qui font la même chose que vous, par exemple sur les réseaux sociaux. Et voilà, il ne faut pas oublier que le cyberharcèlement et l'harcèlement tout court est puni par la loi. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous dis à tout à l'heure pour la partie 6. On va parler de la loi Influence du 9 juin 2023 et son impact. Donc c'est une loi qui est fraîchement sortie. Donc on va voir ça ensemble. La loi Influence connue de la majorité des créateurs. Une large majorité, 75% des créateurs de contenu déclarent avoir connaissance de la loi Influence récemment promulguée. Ils ont posé la question, avais-tu connaissance de cette loi? 75% des créateurs de contenu ont répondu que oui, 22% ont répondu que non et 3% ont répondu qu'ils ne sont pas sûrs. Le 9 juin 2023 a été promulguée une nouvelle loi visant à encadrer l'influence commerciale. L'objectif principal est de protéger les consommateurs contre diverses dérives et arnaques constatées. Les créateurs souhaitent des clarifications pour appliquer sereinement la loi Influence. Parmi les 75% de créateurs de contenu qui connaissent la nouvelle loi Influence, sont-ils sereins pour l'appliquer? On note que plus de la moitié des créateurs, 68%, expriment un manque d'informations sur le sujet. Alors, la question qui a été posée, je pousse ma tête. Cette nouvelle loi Influence te semble-t-elle suffisamment claire pour te permettre de réaliser sereinement tes futurs partenariats avec les entreprises? 8% ont répondu pas du tout. 21% ont répondu plutôt pas. 14% sont restés neutres. 33% ont répondu plutôt. 23% ont répondu tout à fait. Et 2%, je ne sais pas. Donc, à mon avis, les tout à fait, c'est ceux qui sont vraiment rattachés, du coup, à des agences.
et donc qui sont plus informés. Donc là, je m'excuse parce que je ne peux pas rogner pour vous agrandir l'image parce que c'est tout flou. Donc en fait, je vais lire. Vous allez devoir écouter. Du coup, désolé. Je vais me mettre plutôt là. Voilà, parce qu'après, il y a des points qui sont reliés. Bon, malheureusement, au pire, essayer de faire une capture d'écran, d'agrandir, mais ça va être compliqué. Donc je vais commencer du coup par la gauche. Et ensuite, j'irai lire le texte qu'il y a à droite et les points qu'il faut relier, essayer de suivre plus ou moins et de voir avec l'image. Du coup, excusez-moi. Donc la question. Parmi les changements introduits par la loi, lesquels auront selon toi le plus d'impact sur ton activité de créateur de contenu? 47% ont répondu l'obligation de mentionner publicité ou collaboration commerciale lors de partenariats avec les marques. Et donc là, je vais faire un petit entre parenthèses. Il fut un temps, j'avais acheté des produits donc, chez Briance qui sont très très bien. J'avais bien aimé, etc. J'avais eu un petit code promo à partager, tout ça. Bon, c'était un moment. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais faire un petit montage et je vais le repartager sur TikTok. Parce que voilà, moi, j'ai été formée sur le marketing réseau, etc. Et là, en ce moment, j'essaye beaucoup TikTok, de comprendre un peu comment ça fonctionne, l'algorithme, etc. J'essaye pas mal de choses sur d'autres plateformes aussi, mais beaucoup plus sur TikTok. Et donc, en faisant ce montage et avant de le publier, donc TikTok demande est-ce que c'est un contenu de marque? Et donc moi j'ai mis oui, parce que voilà, c'est quand même bien brillant, c'est une marque, etc. Et en plus, bon, ça me dérange pas de leur faire de la pub, pourquoi pas, gratuit, comme ça, voilà. Donc je fais mon truc, je mets oui. Et quand je suis retournée sur ma vidéo quelques temps après, je me suis aperçue en fait qu'ils ont marqué dans ma vidéo contenu rémunéré ou quelque chose comme ça, partenariat rémunéré. Donc c'est sympathique parce qu'au moins par rapport à la loi, voilà, on dit qu'on fait une pub en gros, donc ça met quelque chose, ça tient au jus les gens. Sauf que ça m'a pas demandé si c'était un partenariat rémunéré ou pas. Enfin, ça aurait pu juste mettre partenariat. Pourquoi? Je sais pas pourquoi ça a mis automatiquement partenariat rémunéré. Enfin, j'ai pas été rémunérée, donc. Mais bon, je l'ai laissé. Et voilà, je teste des trucs, donc à voir. Après, si des gens s'y connaissent vraiment sur tout ce qui est, du coup, ouais, le partenariat rémunéré, tout ça, comment on le met sur TikTok pour être conforme à la loi, etc. Ça serait sympa. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires. C'est intéressant de partager entre nous, créateurs de contenu, de se tenir informés et de se soutenir. Je continue. Donc, 47% des créateurs de contenu ont répondu ça impacte l'obligation de déclarer fiscalement la réception de produits ou cadeaux envoyés par les marques. Donc souvent quand on fait des partenariats, on a des cadeaux. Et apparemment maintenant, il faut les déclarer fiscalement. Donc là encore, c'est pareil, c'est flou. Parce que exactement, qu'est-ce qu'il faut déclarer? La valeur du sac, alors que c'est pas de l'argent qu'on nous a donné, c'est un sac, c'est un cadeau en plus. Donc bon, mais bon, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'en France, même normalement quand votre famille vous donne de l'argent, il faut le déclarer. Quand c'est une fois, genre sur 6 ans, bon, on peut dormir dessus. Mais si votre famille vous fait souvent des virements, genre tous les 2 mois, et des sommes assez conséquentes, sachez que vous pouvez avoir des problèmes, il faut les déclarer. Donc c'est un truc de fou, il faut tout déclarer. Bon, bref. Je continue. Donc, 20% ont répondu l'obligation de mentionner la retouche des images ou l'utilisation de filtres sur mes contenus. Donc là encore, je vais faire des parenthèses, excusez-moi. Hein. Mais je pense que ça stipule, par exemple, je prends un exemple, une bougie. Qui est, vous voyez des fois quand on prend des photos, la couleur elle ressort pas très bien, etc. Et donc vous améliorez la qualité, la couleur, etc. Donc vous modifiez plus ou moins l'image. Et en fait maintenant apparemment c'est obligatoire de mentionner comme quoi vous avez embelli l'image, vous l'avez retouchée, etc. Voilà. Donc je trouve ça un peu fade dans le sens que par exemple, TikTok en l'occurrence, une fois je faisais des vidéos comme ça et quand je faisais mon montage et tout, que je regardais, je disais c'est quoi ça que j'ai sur mon visage? Et en fait, si vous remarquez, des fois, selon les musiques que vous mettez et quand vous faites une vidéo, que vous filmez, en fait, il y a des filtres qui se mettent automatiquement. Vous les voulez même pas ces filtres, mais ils sont là. Et donc, voilà, je trouve ça un peu bof.
Voilà, puis après aussi, on a toutes ces fonctionnalités de lissage. C'est pas vraiment des filtres, mais ça reste de l'amélioration, etc. Donc, c'est pareil, c'est flou. Est-ce qu'il faut tout mentionner, le peu de choses qu'on modifie voilà, donc à creuser. On verra si c'est un peu plus détaillé donc dans les parties suivantes. Allez, je continue. 8% ont répondu le respect de la loi lors des partenariats réglementés, loi E20, pour l'alcool, produits de santé, code monétaire et financier, la lutte contre la contraception, les formations CPF, les produits alimentaires, les mentions moins 18 ans pour les paris sportifs. Ah oui, ça par contre, j'en avais entendu parler, comme quoi il fallait ajouter un logo dans ma précédente formation. Il fallait ajouter un logo moins 18 ans et tout ça pour certains contenus. Et qu'il y en avait même qui étaient tellement réglementés, sauf si on travaille dedans, c'est interdit d'en parler, tout ça, de promulguer. Je continue. 16% ont répondu arrêter les partenariats sur les promotions interdites. Donc il faut savoir que les partenariats sur la chirurgie, produits nicotine, produits financiers, crypto, NFT, pronostics sportifs, etc. sont devenus interdits. Donc si vous avez une chaîne et que vous parlez de crypto, pour parler de crypto, là c'est pas grave. Mais sachez que les partenariats sont interdits. Il faut sachez, je déteste cette expression. 12% ont répondu les productions par IA représentant un visage ou une silhouette doivent maintenant être accompagnées de la mention image virtuelle. Donc ça aussi c'est obligatoire. Donc pour tous les créateurs de contenu qui font de l'IA, n'oubliez pas de mentionner image virtuelle. 2% ont répondu autre et 20% ont répondu aucun impact. Voilà, on va continuer sur une partie 6. Alors je vais pousser ma petite tête. Allez, un peu de lecture. Déclaration fiscale des cadeaux et mention explicite des collaborations modifient le métier des créateurs. Cette nouvelle loi entraîne inévitablement des changements du côté des créateurs. Parmi les changements les plus conséquents, près de la moitié des créateurs citent la déclaration fiscale des cadeaux qui apparaît logiquement s'agissant d'une nouvelle mesure concernant la plupart des créateurs. L'obligation de mentionner explicitement les partenariats. On peut s'étonner de voir apparaître aussi largement ce point qui figure de longue date dans les recommandations de l'ARPP. Lors de l'étude 2021, 95% des créateurs avaient ainsi déclaré informer leur audience d'un partenariat. 65% précisant même mentionner explicitement la collaboration et l'annonceur. Oh purée, je suis drôle en tout mini. Allez, donc là je vais dans le petit encadré avec les petits points reliés. Si vous voyez un peu, vu que j'ai lu tout à l'heure la partie gauche. Donc les autres points remontent à 20% ou moins. Étonnamment, seuls 20% s'inquiètent de la mention systématique des images retouchées, la retouche d'image étant pourtant courante dans le milieu. Normal, qui ne le fait pas? Je veux dire, même les pubs qu'on reçoit à la maison de XXX magasin, XXX marque, ne me dites pas qu'ils embellissent pas leurs photos. Même nous, quand on fait la promotion de notre propre corps, on s'embellit, on se lisse, nos petites imperfections et tout. Donc, mais oui, qui n'embellit pas les choses à travers le virtuel. Ensuite, le respect de la loi sur les partenariats réglementés et l'interdiction de certaines promotions, entre parenthèses, respectivement 18% et 16%, fermez la parenthèse, indique clairement que ces pratiques problématiques ne concernent qu'une minorité de créateurs. Enfin, les 12% déclarant devoir commencer à mentionner les visuels produits par l'IA correspondent à la part ayant déjà expérimenté l'IA dans ses contenus. Et donc on arrive au dernier point. 20% des créateurs considèrent que cette loi n'aura aucun changement pour elles et eux. Donc je viens d'aller taper sur Google loi influence. Si ça vous dit d'aller voir, il y a un bon pavé de lecture que je ne vais pas vous lire ici maintenant. Je vous suggère de le voir par vous-même. L'impact de la loi influence est largement perçu comme positif. Pour les créateurs, il est évident que les grands gagnants de la loi influence sont les consommateurs. Et nous-mêmes, influenceurs, sommes consommateurs. Ce que je disais, on est un peu tous influenceurs dans la vie et on est tous consommateurs. Donc dans tous les cas,
Il faut bien à un moment donné, c'est un nouveau monde, ce sont des nouveaux métiers et forcément à un moment il faut encadrer tout ça. Alors pourtant il est intéressant de constater que de leur point de vue, c'est l'écosystème tout entier qui évolue ainsi dans la bonne direction. Seuls 18% et 19% considèrent respectivement que la loi va dans le mauvais sens pour les créateurs et annonceurs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette loi est bien ou pas? Ça serait intéressant de voir directement, du coup, les premiers concernés, les TikTokers. Et puisque, comme vu dans les précédentes vidéos qu'on a décortiquées ensemble, que TikTok est donc devenu le réseau number one. Dirais-tu que cette loi fait évoluer le monde de l'influence dans le bon sens? Alors, nous avons fait un petit graphique. Alors, pour les créateurs de contenu, 9% ont répondu pas du tout, 9% ont répondu plutôt pas, 22% ont resté neutre, 26% plutôt, 30% tout à fait, 4% je ne sais pas. Pour les annonceurs, 9% pas du tout, 10% plutôt pas, 22% sont restés neutres, 26% plutôt, 29% ont répondu tout à fait, et 5% je ne sais pas. Pour les consommateurs, 4% pas du tout, 4% plutôt pas, 14% sont restés neutres, 26% ont répondu plutôt que oui, 48% ont répondu tout à fait et 4% je ne sais pas. Donc globalement, on peut constater quand même que le tout à fait l'emporte. On continue. Je vais encore vous demander de m'excuser, mais regardez, petite lecture. Les changements de la loi influence peinent encore à se concrétiser pour les marques. Si 80% des créateurs déclarant que la loi influence allait avoir des impacts importants dans leur activité, ils sont 24% seulement à voir des changements à ce stade dans leur collaboration avec les annonceurs depuis l'entrée en vigueur de la loi. C'est compréhensible dans la mesure où certains des changements introduits par la loi concernent avant tout les créateurs. Mais sachant que 47% des créateurs de contenu estiment que la mention explicite des partenariats était un changement important pour elles et eux, cela signifie que les annonceurs ne sont pas encore emparés du sujet et ne vérifient pas que cette mention explicite était bien présente dans les collaborations réalisées. Alors ici, la question, as-tu remarqué des changements dans la manière dont les marques et les annonceurs abordent les collaborations avec toi depuis l'application de la nouvelle loi le 9 juin 2023? Alors, 42% ont répondu, les changements sont minimes. 28% ont répondu, je ne vois aucun changement. 6% ont répondu, je ne sais pas. 6% ont répondu, cela a totalement changé la manière d'effectuer une collaboration. Et 18% ont répondu, cela change significativement les collaborations. Évolution de l'usage des hashtags de promotion commerciale par les créateurs. Les hashtags imposés par la loi influence du 9 juin 2023 n'étaient jusqu'alors pas ceux majoritairement utilisés pour les créateurs de contenu. Depuis la promulgation de la loi influence, leur utilisation est exponentielle. Et donc là, sur le petit graphisme, on peut voir l'évolution de l'usage du hashtag collaboration commerciale par les créateurs. Donc ça prend... à gauche, on est en mars 2023. Et on commence à monter la courbe en juin 2023. Ça redescend un peu en septembre 2023. Ça remonte en novembre 2023 pour redescendre en décembre 2023. Voilà. Comment les médias évoquent la loi influence 2023? Bon, je vous agrandis. Je vais essayer de me décaler. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un graphique, stratégie, BFM et la
réclame les médias qui ont le plus pris la parole sur la loi influence de 9 juin 2023. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez pour voir, agrandir. Bon, beaucoup de médias en ont parlé quand même. Hein. Alors, on va quand même détailler ça. Du coup, on va refaire une autre partie. Donc, ça sera partie point 3. Partie 6.3. Allez, donc on continue. Donc, par rapport à la loi influence au niveau des médias, qu'est-ce qui a été le plus soulevé comme thématique? Donc, à 47,3%, on va retrouver la crypto-monnaie et actifs numériques. 11,6%, on va retrouver la chirurgie esthétique et médicale. 8,4% enfants influenceurs. 5,5% boissons alcoolisées. 5,1% médicaments et abstention thérapeutique, 4,9% conseils et pronostics sportifs, 4,4% jeux d'argent et casinos en ligne, 4,2% le dropshipping, 3,6% mon compte formation CPF. D'ailleurs, j'ai parlé du CPF il n'y a pas longtemps, comme quoi je trouvais ça un peu honteux. Par exemple, là, je voulais l'utiliser, sauf qu'ils n'ont pas rechargé l'année 2023. Et ils mettent un trimestre, donc c'est assez vague. Bref, passons, on continue. 3,6% pour le tabac, cigarettes électroniques, nicotine et 1,5% animaux sauvages. Allez, on recommence avec de la lecture. Donc, comment les médias évoquent la loi influence 2023 ? Pour la première fois cette année, nous avons intégré les données de Synoma, filiale du groupe Décuple, dont Reich fait aussi partie, afin d'apporter un éclairage sur le traitement médiatique de la loi influence. La loi Della Porta-Vorreta se caractérise par 3 temps forts. Mars-avril, présentation du projet de loi. Popularisation de l'expression influx-voleur et pétition des influenceurs. Juin, promulgation de la loi. Septembre-novembre, volonté de révision de la loi par la Commission européenne et impact de la loi sur les influenceurs. Près de 50% des mentions dans les médias portent sur les crypto-monnaies. Parce que je pense que c'est là où il y a eu le plus d'arnaques. La chirurgie esthétique, les enfants influenceurs et les boissons alcoolisées viennent ensuite. Près de 69% des postes ne disposent pas d'émotions identifiées, entre parenthèses neutralité. La colère ou dégoût représentant près de 25% de postes. Stratégie BFM et la réclame. Les médias qui ont le plus pris la parole sur la loi influence du 9 juin 2023. Donc apparemment, ils en ont quand même beaucoup parlé sur BFM. Je savais pas. Du coup, je vais clôturer ce sujet-là au niveau de la loi influence. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'ai eu beaucoup de lectures. J'ai essayé de lire assez vite, d'être assez clair et articulé pour que ce soit fluide. Bon, malheureusement, voilà, c'est pas très attractif, mais bon, je peux pas faire autrement. Agrandir les slides, parfois c'est trop flou pour que vous puissiez lire avec moi. Voilà, puis j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, n'hésitez pas à commenter aussi, à dire ce que vous en pensez. Et à partager aussi, surtout, ça peut intéresser beaucoup de personnes. C'est de l'information, donc voilà, à partager. Je, du coup, vous retrouve pour la partie 7. Et donc là, on va parler l'influence responsable. Hey, donc si tu tombes sur cette vidéo, en fait, je décortique avec vous une étude qui a été réalisée par Reich en décembre 2023 qui concerne donc les créateurs de contenu et influenceurs. Là, nous sommes sur la partie 7. Donc, je te suggère, si ça t'intéresse, de reprendre les parties depuis la partie 1. N'hésite pas surtout à liker, commenter, partager, enregistrer. Moi, je continue sur ma lancée. Donc, partie 7, là, ça va être
le sujet, l'influence responsable. Alors, la question qui a été posée aux créateurs de contenu, c'est quels sont selon toi les combats prioritaires à mener pour une influence plus éthique? Alors, on va faire de haut en bas. Donc, en premier, ils ont répondu bannir les arnaques, forcément. Ensuite, assurer la transparence des partenariats. Ne pas présenter de corps retouchés ou idéalisés. Promouvoir une consommation plus responsable et limiter la surconsommation. Ne pas représenter des modes de vie artificiels. Protéger l'environnement. Ne pas montrer d'enfants dans les contenus. Promouvoir la diversité et l'inclusion dans les contenus. Refuser de promouvoir des marques qui ne développent aucune politique de développement durable. Ne pas faire gagner de voyage. Et ensuite, il y a quand même 3% qui ont répondu je ne sais pas. 2% autres et 1% rien. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez répondu à cette question en fait? Moi, j'aurais répondu aussi également peut-être de un peu plus protéger certains réseaux, certains contenus à l'accès de mineurs. Bon, mineurs, c'est un grand mot. De mini-mineurs. De jeunes ados, par exemple. Des enfants, etc. Voilà. Moi, j'aurais répondu ça en plus. Des arnaques et tout ça. Donc, on continue. Hop, je vais lire cette partie. Alors, êtes-vous prêts? Ouvrez vos oreilles. Arnaque et manque de transparence, premier ennemi d'une influence plus responsable. Pour les créateurs, la priorité est claire. Pour une influence éthique, il faut avant tout combattre les arnaques. À 83%, ils ont répondu ça. Ensuite, la transparence des partenariats arrive en seconde position, à 67%, une donnée surprenante lorsque l'on considère que 47% des créateurs ont déclaré que l'obligation de mentionner explicitement les partenariats était un changement important dû à la loi influence. On remarque également que les préoccupations des créateurs suivent les priorités des consommateurs, mesurées dans l'étude 2023. Même si les créateurs plébiscitent beaucoup, plus les deux premiers points. On remarque également que les préoccupations des créateurs suivent les priorités des consommateurs, mesurées dans l'étude 2023. Même si les créateurs plébiscitent beaucoup plus les deux premiers points et sont en retrait sur les exigences suivantes. Cet écart est particulièrement visible sur le refus de la collaboration avec des entreprises n'ayant pas d'engagement en matière de développement durable que 29% des consommateurs jugent nécessaire contre seulement 19% des créateurs de contenu. Enfin, femmes et hommes ont donné des réponses très proches sur l'ensemble des points, à l'exception des corps retouchés ou idéalisés. 50% des femmes le mentionnent, pour seulement 38% des hommes. Il est vrai que les injonctions envers le corps des femmes sont bien plus présentes, y compris relayées, souvent involontairement, par des créateurs eux-mêmes. Créateurs toujours aussi engagés. Comme lors des études Reich précédentes, l'étude 2024 fait ressortir un engagement fort des créateurs. 30% des influenceurs ont déjà effectué un partenariat d'intérêt public dont une majorité non rémunérée. Chacun se positionne sur plusieurs valeurs lui tenant à cœur et qui font écho aux priorités énoncées précédemment pour faire émerger une influence plus responsable. Lors de l'étude 2021, 55% des créateurs nous avaient ainsi déclaré avoir déjà refusé un partenariat incompatible avec leurs valeurs. Les principales différences entre hommes et femmes se situent au niveau de la cause animale, défendue par 41% des femmes contre 27% par les hommes.
À l'inverse, l'égalité homme-femme est défendue quasiment dans les mêmes proportions par les deux populations. 47% des femmes et 44% des hommes la citant parmi leurs engagements. Loin d'être uniquement des valeurs de façade, ces valeurs se traduisent régulièrement en actes pour les créateurs. Alors donc ici, la question qui a été posée, as-tu réalisé un partenariat rémunéré ou non dans un but d'intérêt public? 63% ont répondu que non, 7% ont répondu je ne suis pas sûr, 11% ont répondu que oui, donc au moins un rémunéré, 19% ont répondu oui mais non rémunéré. L'égalité homme-femme et la protection de l'environnement en tête des engagements des créateurs. Alors la question qui a été posée, quels sont tes engagements personnels? Donc je vais commencer de haut en bas. Égalité homme-femme à 46%. Respect et protection de l'environnement à 46%. Lutte contre le cyberharcèlement à 39%. Cause animale à 38%. La santé à 34%. Mixité sociale et éthique à 28%. Conditions de travail des employés à 23%. Prévention sécurité à 21%. Pas d'engagement particulier, 19% ont répondu. Et autres, 5%. Allez, on continue. L'influence responsable, un sujet fédérateur? Dans les commentaires de l'enquête, les créateurs de contenu ont largement développé le manque de reconnaissance qu'ils ressentaient envers leur activité, notamment dû à une minorité d'influenceurs, à l'opposé des créateurs de contenu dont les créateurs se revendiquent. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu farfelu ce que je viens de dire, mais en fait, il y a un peu une guerre parce que les créateurs de contenu font la guerre avec les influenceurs. Sauf qu'en fait, c'est un peu... Oui, il y a des influenceurs qui ne font pas vraiment de création de contenu. Mais là encore, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens que les filles qui font sur Snap, bien que je répète, Snap est en train de se casser la gueule, je vous suggère d'aller voir les précédentes vidéos. Il y a eu des chiffres et ça parle de eux-mêmes. Mais les filles qui font les placements de produits et tout sur Snap, elles font de la création de contenu. Après, c'est peut-être pas aussi poussé que TikTok, dans le sens que y a un montage à faire, etc., etc., et que ça reste pas. Mais ceci étant dit, le fait de se filmer, de présenter quelque chose, de faire un contexte, un environnement, etc., ça reste de la création de contenu. Et quand vous, créateur de contenu sur TikTok, vous faites des placements de produits, même que ce soit visible ou soum soum, c'est de l'influence. Donc vous faites la guerre un peu pour rien. Je vais devoir faire une autre partie. Je reprends où j'en étais. Face à cela, les règles de l'influence responsable prônant notamment la transparence semblent fédérées très largement par les créateurs. Je vais pousser ma petite tête. Et donc là, la question qui a été posée, c'est: es-tu intéressé par le sujet de l'influence responsable? 2% ont répondu pas du tout, 2% ont répondu plutôt pas, 17% sont restés neutres, 35% ont répondu plutôt, 41% ont répondu tout à fait, 4% c'est quoi au fait? Bah décidément, on en apprend, hein. Je découvre avec vous, hein, moi, la slide. J'avais eu un peu... bien sûr que j'ai un peu feuilleté avant de me dire: ah ben ça peut être un sujet intéressant à partager. J'aime bien partager des informations. Et en plus là, on est dans le vif du sujet sur TikTok, du coup, ça concerne un peu tout le monde. Hein. Et je n'étais pas au courant qu'il y avait une certification. Je vais la faire. Pas moyen, je vais la faire. Bon alors, pour voir, le certificat de l'influence responsable de l'ARPP en cours d'adoption. Ah, c'est pas encore. On s'enflamme pas, bichette, on s'enflamme pas. Ah, it's not possible. Alors,
44% des créateurs ont déjà passé ou envisagent de passer le certificat de l'influence responsable de l'ARPP. Ah ben si, alors ça veut dire que ça existe. Le certificat de l'influence responsable permet aux créateurs de protéger leur audience, de se différencier auprès des marques et de préserver leur valeur d'un marketing d'influence éthique et responsable. Plus d'informations, 2 points. Je vais vous l'écrire. Vous allez la retrouver ici. Là, là. Et je vais y aller voir moi aussi. Ça m'intéresse. Bon. Peut-être quand j'aurai plus d'abonnés. D'ailleurs, au passage, abonnez-vous s'il vous plaît. Partagez. Bien que normalement, c'est pas... Enfin, en fait, moi, je suis un peu lifestyle, un peu tout. Je fais des défilés de mode, je fais la star, je parle de plein de trucs, je fais plein de trucs sur TikTok, du coup. Voilà. Et je vais partager ça sur ma chaîne mais comme ça sort vraiment de mathématiques, je vais aussi partager, donc là, sur le compte Sunshine Joy of Living, alors donc, la question qui a été posée, as-tu passé le certificat de l'influence responsable proposé par la RPP? 11%, oui, j'ai déjà passé le certificat. 33%, non, mais j'envisage de passer le certificat. 42%, non, je ne connaissais pas. Vous imaginez comme les infos sont très mal passées dans ce nouveau monde? 11%, non, ça ne m'intéresse pas. 2%, autre. C'est quand même, je trouve, lamentable. Parce que moi, je veux bien, la société, elle accélère de ouf. Si vous êtes de ma génération, années 90, moi je suis née en 91, on est quand même une génération où c'est un truc de fou. La technologie, tout ça, tout ça. Et en fait, nous, on est là, on suit le train, on est monté dedans même, pour beaucoup. Mais au final, on dirait qu'il n'y a rien qui est fait non plus pour nous aider, pour... Bon, ça se met petit à petit en place, donc voilà. Mais par exemple, la loi influence, j'en ai pas trop entendu parler. Ce certificat-là de l'influence, j'en ai jamais entendu parler. Pourtant, j'en ai fait des formations où on parlait de marketing réseau, où j'avais plein de modules sur tout un tas de pataquès, donc au niveau des réseaux sociaux, du marketing digital, tout ça, tout ça. En fait, les gars, il serait temps. Ben voilà, en fait, on en parle, ça y est. Vous êtes au courant. Nous sommes au courant qu'il y a un certificat. Voilà. Après, peut-être ça concerne des gens qui ont un certain nombre de followers, d'abonnés. À voir, à faire, à suivre. Il faut se renseigner. Je vais vous faire pas plaisir, hein, il y a encore beaucoup de lectures. Vous m'envoyez navré. Donc 44% des créateurs engagés contre les stéréotypes de genre, mais des pressions pour s'y conformer subsistent. Ouh, ma dyslexie. 44% des créateurs déclarent lutter contre les stéréotypes de genre, une tendance plus forte chez les hommes que chez les femmes. Les influenceurs déclarent également en majorité ne pas ressentir de pression particulière de la part de leur communauté ou de collègues créateurs pour se conformer à ces stéréotypes. Les propositions étant très similaires chez les hommes et chez les femmes, cependant, la plupart des créateurs signalent subir des pressions de leur communauté et supérieures chez celles et ceux qui déclarent lutter activement contre les stéréotypes, 19% contre 8% chez les autres. Les personnes engagées sur le sujet semblent mieux équipées pour déceler ces pressions, ou en sont plus souvent la cible. Un point de vigilance reste également la forte part de neutre. Qu'il s'agisse de pression de la communauté ou d'autres créateurs, en choisissant le neutre, un quart des créateurs semblaient ne pas se sentir suffisamment à l'aise pour déclarer que ces pressions n'existaient pas. Le signe peut être que si l'immense majorité de ces publics ne présentent aucun problème, des pressions peuvent émaner d'une minorité sous une forme ou une autre.
Et donc, au niveau des graphismes, je vais essayer de vous faire une autre capture d'écran. Alors, donc je commence par en haut. Tu t'efforces activement de contrecarrer les stéréotypes de genre dans ton contenu. Je vous laisse voir. Hein. 37% sont restés neutres. Hein. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, tu ressens une pression de ta communauté pour te conformer aux stéréotypes de genre. 38% ont répondu pas du tout. Ensuite, tu ressens une pression d'autres créateurs pour te conformer aux stéréotypes de genre. 39% pas du tout. Voilà, donc je vous laisse regarder. Et voilà, donc on a fini pour ce chapitre et on va passer du coup à la partie 8. Et c'est bientôt fini, hein, ne vous inquiétez pas pour ceux qui suivent depuis la partie 1, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Mais bon, enfin moi je trouve que c'est très intéressant et honnêtement je me régale à vous partager tout ça. Et donc la partie 8, je vous dis pas ce que c'est, vous verrez bien à suivre. L'avenir de l'influence, on y est. Un quart des créateurs à plus de 100K followers travaillent avec un agent. J'ai vu quelqu'un en parler d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur TikTok. Alors, si seulement 1% des créateurs a moins de 5000 abonnés à un agent, ce chiffre monte à 25% au-delà de 100 000 abonnés. Et donc là, ils ont décortiqué, je vais commencer par la gauche. Donc, moins de 5K, 70% ont répondu « Je n'ai pas d'agent et ne prévois pas d'en prendre ». 24% ont répondu « Je réfléchis à travailler avec un agent ». 1%, je travaille avec un agent. 1%, c'est très peu. Hein. 5% autres. Alors, les créateurs de contenu qui ont entre 5 000 à 20 000 abonnés ont répondu à 65% « Je n'ai pas d'agent et ne prévois pas d'en prendre ». À 27%, je réfléchis de travailler avec un agent. 3% n'en veulent pas du tout. Et 5% ont répondu autre. Les créateurs de contenu qui ont entre 20 000 à 100K, 100 000 abonnés, pour 9% ne veulent pas du tout travailler avec un agent. 32% y réfléchissent et 55% ne veulent pas du tout. 9% je travaille avec un agent. Donc là, vous voyez en fait, plus ça monte en abonnés, plus il travaille avec un agent. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille avec un agent, c'est l'agent qui est censé, après c'est toujours pareil, hein, ça dépend des agents, mais l'agent est censé aller chercher pour vous des contrats, justement vous dégoûter des contrats auxquels vous-même vous n'aurez peut-être pas eu accès. Donc là, vu que c'est un agent, c'est comme un commercial hein, au final. Donc il va vous vendre en fait, plus ou moins. Et donc vous trouvez des contrats, c'est lui qui va les négocier. Et donc, à contrario, il va se prendre un pourcentage de votre gain, de votre gain-pain. Voilà, c'est un commercial plus ou moins. C'est comme si vous payez un commercial. Et il se doit aussi, il y a certains agents qui le font, je ne sais pas, peut-être pas tous, c'est pas une obligation, je ne sais pas trop, mais il y en a certains qui gèrent aussi hein, vos réseaux, plus ou moins, qui gèrent vos boîtes mail, plein de choses comme ça. Et pour les plus de 100 000 abonnés, donc là on va quand même retrouver 25% qui travaillent avec un agent, 32% qui réfléchissent à travailler avec un agent, 37% qui ne prévoient pas d'en prendre et 7% qui ont répondu autre. Donc globalement, on peut quand même constater que beaucoup de gens ne veulent pas travailler avec un agent, ils veulent rester libres, bien que même avec un agent on reste libre, hein, c'est pas le souci, mais je veux dire, ça dépend.
voilà, il faut trouver un bon agent. Parce que comme je disais, si l'agent vous met en relation avec des marques, euh, mais aussi d'autres collaborateurs avec qui vous pouvez faire des petits partenariats, des petites collaborations entre créateurs de contenu pour vous donner de la visibilité, etc. Si l'agent fait toutes ces choses-là, si l'agent vous apporte des contrats auxquels vous n'aurez pas eu accès ou dont, voilà, des marques dont vous n'avez jamais entendu parler et c'est des contrats très intéressants, s'il arrive aussi à négocier au niveau des prix des choses très intéressantes et tout, bon, pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être bien d'avoir un agent. Mais ceci étant dit, si vous avez un agent au final qui fait les mêmes choses que vous pouvez faire vous-même, au final, faites-le vous-même. Et puisque comme ça, vous avez 100% de vos gains dans votre poche. Puisque l'agent, en soi, c'est normal, il est payé s'il fait, en faisant son travail, c'est un travail. Hein. Et du coup, il se prend une commission. Donc voilà, rien n'empêche aussi d'essayer. Vous pouvez tant bien même essayer d'avoir un agent, d'en prendre un, voir le job, si le job est fait comme il faut, et après vous envisagez de le garder ou pas. Ça peut être aussi une solution, mais quand même on voit qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à en avoir un. Et on peut quand même observer que plus on monte en abonnés, plus on se rend compte que c'est intéressant d'avoir un agent et peut-être voire même nécessaire. Allez, next. Donc ici, se fédérer, un souhait partagé. Je vais commencer par lire. Alors, penses-tu qu'il soit nécessaire que les créateurs de contenu se réunissent afin de défendre leurs intérêts? Les créateurs sont une majorité, 65%, à souhaiter des regroupements permettant de défendre les intérêts de leur activité. Interrogés sur les fédérations qu'ils connaissent, les premières citées sont l'UMICC, l'ARPP et l'APIE. Donc on va voir le graphique. Donc 2% ont répondu pas du tout, 5% plutôt pas, 25% sont restés neutres, 33% plutôt, 32% tout à fait et 4% ne sait pas. Je vais vous faire un suivant du coup des vidéos où je vais parler de UMICC, de ARPP et de APIE. Allez, dernière petite lecture les amis. Alors, créateur affiche une confiance timide dans l'avenir. La question posée, es-tu confiant sur les pérennités de ton activité de créateur en 2024? Alors, du coup, vous pouvez constater par vous-même, 33% ont répondu plutôt, 19% ont répondu tout à fait, 24% sont restés neutres. Les gens qui restent neutres, là, c'est quoi votre problème? Bon, maintenant je vais dire. Alors, si une courte majorité, 53% de créateurs de contenu sont plutôt confiants dans la pérennité de leur activité, on ne peut pas dire que la confiance soit au beau fixe. Une situation tout à fait compréhensible au regard des bouleversements connus par le secteur ces dernières années et de la précarité de la plupart des acteurs. 75% déclarent gagner moins de 10 000 euros par an grâce à cette activité. Logiquement, les créateurs avec les plus grosses communautés, plus de 100K abonnés, sont bien plus confiants à 67%. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, donc je ne sais plus quelle partie c'est, où on a parlé du coup des revenus des créateurs de contenu. Ça peut être intéressant, bon, n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos depuis la partie 1 pour que vous puissiez voilà, avoir toutes les informations qui ont été soulevées avec cette étude qui est très très intéressante. Et donc on va pouvoir remercier Reich d'avoir fait cette étude